to stand up. Get better warning, which makes me know where we the line what's left to be done. Il est 8h à Dakar, mesdames et messieurs. Bonjour, bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver sur le plateau de la matinale Quinqueliba. La team du jour, Nafi Saher, Koumba, notre invité de ce matin, le docteur Falilou Ba et bien sûr Alioune Badara Kane sur le plateau également. René pour compléter la team du jour pour le bulletin d'info, le flash, le journal. Mais avant tout cela, il y aura la revue des titres, la capsule gym avec le coach Tandara également et les chroniques du jour. Tendance, c'est avec Nafi Saher. Bonjour Nafi, bienvenue. Bonjour Sarah. Koumba également pour le sport, mesdames. Très rapidement, les sujets de ce matin. Nafi, d'abord. Alors, ce matin, nous allons revenir sur les vertus et bienfaits du riz. Et nous allons parler plus exactement du riz de la vallée avec Moussé Ndiaye qui va revenir sur les bienfaits, vertus du riz de la vallée. Et aussi, nous allons montrer quelques trucs et astuces sur comment utiliser l'eau du riz, le riz tout entier, la poudre de riz, etc. À ne pas rater, Koumba, sport ce matin. Bonjour Sarah, bonjour à tous. Sport, c'est d'abord la Confédération africaine de football qui a annoncé le report de ses compétitions interclubs phares, les finales de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération. On va parler de cela, mais aussi de la réunion très importante du comité exécutif de l'UEFA. C'est pour justement décider de l'avenir de ces compétitions également, la Champions League, l'Europa League, mais aussi l'Euro féminin. Quelle date pour la Champions League, pour l'Euro, et puis l'Euro féminin qui a été reporté. La confirmation ou l'officialisation est attendue donc en milieu de semaine avec cette réunion. Et puis nous allons aussi parler de Ale Kaza qui s'engage fortement dans la lutte contre Covid-19 et ils ont sorti une vidéo pour rendre hommage au corps médical Ale Kaza qui a compris très tôt le danger de la nature évolutive du Covid-19. Très bien. Et justement, le coronavirus, on va en reparler tout au long de ce magazine parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées entre-temps durant le week-end. Le port de masque qui est devenu obligatoire dans les administrations. On va commenter cela, l'arrêté du ministre de l'Intérieur hier en direct sur les antennes de la RTS. Vous le savez probablement déjà. Il n'y a pas que ça, d'autres activités également liées au Covid-19 tout au long de ce week-end. Et d'ailleurs, dans la rubrique invité également, le docteur Falilou Ba, qui est docteur en sciences de l'information et de la communication, avec nous, va revenir sur l'efficacité du dispositif mis en place pour communiquer et sensibiliser en ces temps de crise sanitaire. C'est bien ça, Alioune Badara? C'est bien cela, et c'est surtout parce qu'il est aussi spécialiste en changement de comportement. Il est question véritablement d'amener les Sénégalais à adopter plutôt les bons comportements. Alors, depuis le début, il y a une communication, une sensibilisation qui a été menée par l'État du Sénégal. Est-ce qu'elle est efficace? Que doit-on améliorer pour que tous les Sénégalais, unanimement, puissent tirer dans le même sens afin que l'on puisse venir à bout du Covid-19? Très bien. Docteur Ba, c'est votre deuxième invitation sur la matinale. Merci d'être avec nous également ce matin. Vos analyses sont très pertinentes. C'est pour cela que nous avons tenu à vous inviter encore aujourd'hui pour parler de changement de comportement. Et justement, on va regarder la capsule quotidienne. C'est la petite Khadija qui nous rappelle les gestes barrières. Aujourd'hui, plus que jamais, il est important de respecter scrupuleusement ces gestes barrières. Regarde. Vous êtes notre lueur d'espoir. On m'a dit que tu es à l'hôpital pour soigner les malades atteints du Covid-19. On vous souhaite une bonne guérison. On respecte toutes les mesures d'hygiène. Nous les enfants, nous demandons à tout le monde de vous aider à combattre cette pandémie. On est fiers de toi et de tout le corps médical. On
va souhaiter une excellente journée à tout le personnel médical, au corps médical, qui fait un travail remarquable en ce moment. Alors, la vie a évidemment changé en raison de cette pandémie, de ce coronavirus ou cette Covid-19. Si vous voulez respecter évidemment ce que dit l'OMS, il faut le mettre au féminin. Mesdames, quelle sortie vous manque le plus aujourd'hui et comment est-ce que vous voyez la période à venir? Nafissa Aher, quelle sortie te manque le plus aujourd'hui? Parce qu'évidemment, on ne peut plus sortir tout le temps comme avant. Bon, le fait de sortir avec des amis, décompresser de temps en temps parce qu'on en a besoin après le travail, ça me manque. Hier seulement, je regardais quelques-unes des vidéos que je mettais en réserve, que je gardais sur mon téléphone, des sorties que je faisais, des dîners, des trucs. Ça, c'est des petits trucs qui me manquent, moi, actuellement. Kumba? C'est ma vie carrément qui me manque. Hein. Ma vie, c'est aller amener les enfants à l'école, rentrer à la maison, le week-end sortir, faire du sport en groupe sur la corniche. Voilà, c'est énorme, c'est ma vie, je ne peux pas tout dire sur le plateau. Docteur, qu'est-ce qui vous manque le plus aujourd'hui? Fortement en réalité mes étudiants. Bon, la capacité en réalité de faire cours, je pense que ça aussi c'est quelque chose qui nous manque fortement. Rencontrer nos étudiants, échanger et puis dans ces moments d'interaction, prendre quelque chose des étudiants et puis apporter aussi quelque chose. Ça, oui. Alioune? Écoutez, Thiès me manque. Voilà, tout simplement. Parce que je profitais systématiquement des week-ends quand même pour faire un petit voyage, histoire d'aller voir la maman, la famille. Et cela quand même commence un peu à dater du fait du Covid-19. On ne peut plus faire ce voyage-là maintenant systématique hein, parce que c'est un peu compliqué. Et voilà, je sais aussi que de l'autre côté, voilà, il y a un pincement au cœur. Voilà, mais écoutons, c'est juste pour la bonne cause. Absolument. Et puis bientôt les retrouvailles. Et ça ainsi pour toutes les familles du Sénégal. Inch'Allah, c'est ce que nous souhaitons. Je le disais en introduction, le ministre de l'Intérieur a pris un arrêté rendant le port de masque obligatoire durant l'état d'urgence. Alors dans les services de l'administration, les services du secteur privé, les lieux de commerce et également les moyens de transport. C'est un arrêté qui vous a surpris ou pas, Kumba? Il m'a surpris. Le port de masque pour toi, ça ne doit pas être obligatoire dans ces lieux-là? Bon. Bon, Nafissa Aher. Bon, moi, j'ai pas de masque. Hier, j'ai appelé Ali Badara pour lui dire est-ce que je dois venir demain parce que j'ai pas de masque. En fait, moi, c'est dû à un problème de santé, je veux dire. Parce que moi, avec le masque, déjà sans masque, je respire difficilement. Donc, avec un masque, je respire pas du tout. C'est compliqué. Et donc, mais c'est une bonne décision puisque le masque nous protège. C'est bien et il paraît que si par exemple je mets moi le masque et que toi tu ne mets pas le masque, je te protège toi mais je ne me protège pas. Donc si tout le monde met le masque, on se protège, donc c'est une bonne décision. Alioune Badara. Si écoutez, je comprends parfaitement la position de l'État en ce contexte, dans un contexte plutôt assez compliqué parce qu'avec la multiplication des cas communautaires, il fallait bien prendre une mesure disons radicale, hein, même si d'autres pays ont été même sont allés beaucoup plus loin même que le Sénégal, en passant carrément au confinement total de la population. Jusqu'à présent, au moins, il y a une marge qui est laissée aux populations pour qu'elles puissent vaquer à leurs occupations, de gagner le pain quotidien. Mais si, en fait, on devrait passer par le confinement, par exemple, pour éradiquer totalement le virus, moi aussi, je serai derrière les autorités du pays parce qu'elles ont ce rôle-là, ce devoir-là de protéger les citoyens en prenant des mesures fortes, des mesures draconiennes. Et je pense que quand même demander aux Sénégalais de porter le masque, c'est pas une demande qu'on ne pourrait pas satisfaire du tout. Maintenant, le revers de la médaille, c'est que est-ce qu'il y a suffisamment de masques sur le territoire sénégalais? Par exemple, pour certains types de masques, il faut les changer toutes les 4 heures. Ce n'est pas tous les Sénégalais qui en ont la possibilité. Peut-être que l'État aussi va prendre des dispositions idoines pour inonder le pays en fait de masques. Docteur, est-ce une bonne stratégie justement? Je sais que certains pays ont déjà rendu le port de masque obligatoire un peu partout. Mais effectivement, je pense qu'en fait, c'est en réalité le dispositif qui doit accompagner la stratégie de changement de comportement. Dans ce cas-là, on appelle ça les procédés de facilitation. Quand on veut amener une personne à adopter un comportement, il faut également associer les procédés de facilitation qui vont lui permettre de le faire. Et je pense qu'il faut nécessairement accompagner le changement de comportement qu'on veut avec des procédés de facilitation. Ici, le port de masque, comme les gels hydroalcooliques, sont des éléments qui doivent l'accompagner. Maintenant, le défi, je pense que c'est l'enjeu, c'est ce que Alioune Badara vient de dire. Il y a 2 éléments. Un procédé de facilitation doit être disponible
et doit être accessible. Parce que l'individu qui doit en réalité le faire, les dispositions matérielles doivent être à sa disposition et être accessibles. Je pense que le gouvernement aussi pense à mettre en place cette facilitation-là pour permettre à tous les Sénégalais d'adopter en réalité ce comportement en utilisant les procédés de facilitation qui vont nécessairement avec. Très bien, merci beaucoup docteur. Et je vous signale qu'on est tous venus ce matin avec nos masques. On a enlevé juste le tour de l'émission après. Avant de rentrer chez nous, eh bien, on remettra ça. Alioune, tu es venu sur le plateau avec... On n'en aurait pas dans l'équipe. Voilà. Et ça a été distribué par la RTS, donc à tous ses agents. Parfait. Voilà. Tu n'as pas essayé ça donc, voilà. Anafi a son masque. Non, moi j'ai le mien. Ah, tu as le tien, d'accord, très bien. Il ne faut pas les essayer, hein, surtout ceux qui achètent dans la rue. Il ne faut pas en essayer plusieurs avant d'en choisir un. Ça, ce n'est pas la bonne méthode. Il est 8h10. On va regarder maintenant la capsule du coach Tandara. C'est l'heure de la gym. Et juste après, on ouvre le bloc d'infos. René sera sur ce plateau. À tout de suite. Merci. I gotta wake up early in the morning. Mesdames, Messieurs, bonjour. À cette période de confinement, à cette période où il y a beaucoup plus de barrières que de ponts, je vous recommande, en tout cas, c'est vrai qu'une période de sédentarité qu'il faut éviter. Mais là, à cette période, évidemment, avec cette pandémie, je vous conseille, je vous demande de faire ce qu'on appelle la gymnastique familiale. Alors, une gymnastique familiale, c'est donc dans la maison, refuser d'être sédentaire, puisque, comme vous le savez, il le disait, Georges Duhamel, dans la mesure où il participe à l'hygiène individuelle et collective, le sport devrait être avant tout une chose personnelle. Alors, cela va vous procurer une très bonne santé. Et donc, en cette première journée de notre capsule, je vais vous proposer, en tout cas, ce qu'on appelle le Mountain Climber. Et donc là, nos deux coachs vont y revenir tout de suite. Alors, coach Ngom, coach Babou, un petit mot sur le Mountain Climber. Ravi toujours de continuer notre travail avec vous. Donc aujourd'hui, on est là pour vous présenter un exercice très efficace dans le renforcement de beaucoup de groupes musculaires, à savoir le Mountain Climber. Le Mountain Climber, comme si on le décrivait aujourd'hui, on va voir que c'est déjà une planche et avec le mouvement des genoux, les genoux qu'on va pousser carrément vers la poitrine. Donc un mouvement très efficace déjà pour renforcer le corps avec la planche, mais déjà aussi le fait de bouger les genoux et de les pousser carrément vers la poitrine nous permet de renforcer carrément la sangle abdominale. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. On va continuer nos activités toujours avec notre capsule gym maison avec le Mountain Climber. Donc je vais laisser la parole à Coach Ngom qui va venir nous expliquer un peu sur le Mountain Climber. Merci Coach Babou. Rien avec ce mouvement Mountain Climber. Vous pouvez renforcer tout le corps. C'est ce qu'on appelle les renforcements ou bien le mouvement fonctionnel. Un mouvement fonctionnel, c'est un mouvement polyarticulaire qui non seulement sollicite toutes les articulations, une partie des articulations que compose le corps, mais aussi sollicite en même temps beaucoup de groupes musculaires. Ceci va vous permettre de brûler beaucoup plus de graisse et surtout de recruter le maximum de fibres possible. C'est ce qu'on appelle un entraînement musculaire. Mais c'est un entraînement en même temps cardio, c'est ce que vous allez voir tout de suite avec Coach Babou. Alors, mesdames et messieurs, ça c'est l'échauffement du Mountain Climber. Three, two, one, go! Alors, on en est toujours au relèvement de la capacité cardiaque avec l'échauffement du Mountain Climber. Et tout à l'heure, on va monter et donc grimper. 3, 2, 1, 3. Alors, le même topo, mais sous une autre facette, puisque là, on a abandonné la chaise et on est venu. N'oubliez pas, mesdames et messieurs, que nous sommes à la gym maison, et donc une gym familiale en cette période de pré-confinement.
Voilà, mesdames et messieurs, et nous rentrons maintenant dans la fin de ce mouvement. Et donc, le moment Mountain Climber, et donc, c'est le retour au calme, autant dire, le replacement de cette chaîne musculaire. Alors, regardez, on va tout détendre avec les articulations. Voilà, mesdames et messieurs, ce que nous vous avons proposé ce matin avec le Mountain Climber. Vous avez certainement apprécié beaucoup de choses avec certainement des variantes. De toutes les façons, nous allons nous retrouver, Inch'Allah, demain avec nos deux coachs, Coach Babou. C'était la capsule gym. Merci au coach Tandara que l'on retrouve avec le même plaisir avec ses acolytes, le coach Babou et le coach Ngom à qui on souhaite un excellent début de semaine. Sur notre page Facebook, les internautes nous ont déjà rejoints pour nous interroger sur les sujets de ce matin et notamment le port de masque, la réaction de Samba Guissé. Je la partagerai avec vous. Bon, j'y vais tout de suite. Il pose évidemment beaucoup de questions sur l'opportunité justement et comment surtout porter les masques. Il demande au ministère de la Santé d'aider les populations à comprendre comment est-ce qu'on doit porter ces masques-là et enseigner par la pédagogie. Il dit, chers médecins, aidez-nous à porter les masques. La pédagogie, autant pour moi, par l'exemple, aidez-nous à porter correctement le masque, mais à le porter également au moment opportun. Il faut apprendre cela aux gens. Je pense que c'est important. Bienvenue en plateau, mon cher René-Léon Fonseca. On a appris évidemment ce week-end également cette décision du ministre de l'économie qui concerne les fonctionnaires. Ils ne sont pas éligibles autant pour moi, au report d'échéance pour les crédits au niveau des banques. On peut dire que le plaidoyer d'Alioune Badara Kane a été entendu puisque le président a demandé en Conseil des ministres qu'on puisse reporter les échéances pour les crédits bancaires. Mais la BCAO, évidemment, a demandé aux associations des professionnels, des établissements, autant pour moi, financiers, de respecter cette mesure en procédant au report. Mais le ministre est venu apporter des précisions en disant que les fonctionnaires ne sont pas concernés parce que les salaires sont garantis à ce niveau-là. Il a raison, non, René? Oui, les fonctionnaires, mais pas nous les agents de la RTS, on n'est pas concernés. On n'est pas fonctionnaires. Je rappelle juste que la RTS est un parapublic. On est des para-fonctionnaires, des agents de l'État, certes, mais pas des fonctionnaires. Félicitations pour ta maîtrise des textes. Et tu as parfaitement raison. C'est quel article qui le précise même? De toute façon, tu as raison. Et je te suis aveuglément. Son intérêt est en jeu et aujourd'hui, il est d'accord avec René. C'est ça. Moi, je suis parfaitement d'accord avec le ministre. Oui. Moi aussi, parce qu'une personne. Les salaires sont garantis, c'est tout ce qu'on demande, nous. C'est ça, il faut continuer à payer. Pas répondre pour dire oui, la RTS est parapublique. On n'a pas posé la question à savoir si la RTS est concernée ou pas. La demande sociale, elle a explosé. Et malheureusement, la majorité comptera encore une fois, comme toujours, sur cette petite classe de fonctionnaires. Même si nous n'en faisons pas partie, quand même, voilà, je pense qu'on peut nous accorder cette dérogation-là pour nous permettre de prendre soin de la famille restée. Le plus important, c'est la sécurité par rapport on écoute Nafissa. Le plus important, c'est de garder son salaire. Si on garde le salaire, si c'est assuré, si c'est garanti, moi je ne vois pas l'importance de différer en fait le ministre dit c'est pour les fonctionnaires. Vous n'en êtes pas. Je donne mon avis par rapport à ça. Vas-y, Nafi. Et mon avis, c'est ça. René, qu'on puisse conserver notre salaire et le reste, quand le salaire est garanti, c'est pas la peine de faire des reports. Mais par contre, ce que j'ai appris, enfin, ça c'est sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si c'est vrai, c'est que certaines banques, en raison de ce report, pousseraient les clients à signer un document qui leur imposerait des pénalités. Et ça, par contre, c'est pas normal. Si c'est le cas, ça c'est de l'arnaque. Dans ce cas précis, il va falloir signaler cela à l'association des clients de banque et institutions financières. Je pense qu'à ce niveau, ils abattent un travail remarquable. Non seulement ils accompagnent ces clients, si c'est en l'occurrence Famara, non seulement ils accompagnent les clients, mais également ils portent le plaidoyer. Aujourd'hui, Alioune Badara Kane je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est rare que vous soyez d'accord tous les deux. C'est rare que vous soyez d'accord. C'est nouveau. Quand êtes-vous devenus des gorgorlous à ce point? C'est question d'argent. Mais les dépenses ont été multipliées par 2. Par 3, tes dépenses, par 4 même. Non, René, toi aussi. Mais René, toi aussi. C'est quelle dépense? Tu bouges plus beaucoup. Tu consommes plus beaucoup de carburant. Oui, quand même.
mais je viens travailler tous les jours. Bon, le débat n'est pas clos. Vous pouvez continuer à commenter sur notre page Facebook. Retenez juste qu'Alioune Badara Kane et René sont d'accord ce matin pour dire que cette mesure devrait également nous concerner. Ça va rentrer dans l'histoire, messieurs. On passe au bloc d'infos. Voici le flash avec René Léon. Les titres de l'actualité, 8h19. René, c'est parti. Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette édition de la matinale à la une de l'actualité. Ce matin, les ports de masques de protection désormais obligatoires dans certains lieux. L'arrêté a été publié hier par le ministère de l'Intérieur. La mesure va donc s'appliquer dans les services de l'administration publique, les services du secteur privé, les lieux de commerce et les moyens de transport. On verra tout cela. Dans l'actualité également, ce décret du chef de l'État portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du comité de suivi des opérations du Covid-19. Il est composé de 24 membres avec toutes les sensibilités de la nation. Et c'est le général François Ndiaye qui a été nommé président de ce comité. L'ancien chef d'état-major général de l'armée de terre était depuis 2017 inspecteur général des forces armées. Son portrait, c'est à suivre tout à l'heure. Et puis on parlera pour finir de ce laboratoire de biologie moléculaire de l'hôpital militaire de Ouakam. La plateforme qui a déjà fait ses preuves dans le dépistage du VIH-Sida peut effectuer 600 tests du Covid-19 par jour. On verra tout cela tout à l'heure. Voilà pour l'essentiel du menu de ce lundi matin, mesdames et messieurs, restez avec nous. Le développement de tout cela sera bien sûr dans quelques minutes. À tout à l'heure. Merci beaucoup, mon cher René. Nous sommes en direct. Rejoignez-nous jusqu'à 9h30. On vous accompagne. Ibrahima Aboussal qui souhaite la bienvenue à René et aimerait savoir si on aura ce matin dans le journal la chronique du doyen Omar Diao. Il est pertinent, dit-il. Bon début de semaine. Nous réclamons ses chroniques. Je ne sais pas. Il a une chronique ce matin dans le JT? Non, pas ce matin. On passe le bonjour à Omar Diao au passage. Tidjane Bass également qui dit bonjour au plateau et particulièrement à mon journaliste préféré René, à qui je souhaite un bon retour pour dire aux Sénégalais de respecter les mesures prises par nos autorités. C'est important. C'est un retour ou c'est juste un lundi Non, juste pour remplacer Philo le temps d'un lundi. Philo, je pense, devrait revenir demain. Demain, Inch'Allah. Et René est à retrouver à la présentation du journal de 13h sur la RTS. Allez, voici maintenant la revue des titres. On se retrouve à 9h pour le bulletin d'infos complet. La une du quotidien de service public, Le Soleil, pour démarrer cette revue des titres ce matin, lundi 20 avril, sur les opérations du Fonds Force Covid-19. Le général François Ndiaye préside le comité de suivi. C'était la une du Soleil ce matin. Autre titre à la une du quotidien de service public, toujours la suspension de la contribution américaine à l'OMS. Macky Sall demande à Donald Trump de reviser sa position. Le professeur Adama Faye est épidémiologiste. Pour lui, le mauvais suivi des cas contact peut expliquer la transmission communautaire. Et nous poursuivons la revue des titres du jour avec la une du quotidien L'Obs sur le comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du Force Covid-19. L'observateur qui nous rappelle que François Ndiaye, général des divisions, autant pour moi, le général François Ndiaye donc va présider ce comité, un brillant soldat au front des coronavirus, la charrue devant les bœufs derrière. Peut-on lire également à la une de l'Obs du jour, l'Obs qui nous présente justement le général François Ndiaye dans ses colonnes en détail. L'AS maintenant, avec ses 25 nouvelles contaminations, dont 7 communautaires. C'est la situation du coronavirus. Je rappelle que le point du jour, ce sera à 10h en direct sur nos antennes. Et puis, montée des cas communautaires. Le Sénégal se masque. C'est tout simplement pour rappeler cette mesure prise par le ministère de l'Intérieur. 24 heures info avec toujours le coronavirus et la démultiplication des cas communautaires. À Lingouille sonne la mobilisation du masque. Le ministre de l'Intérieur a publié ce dimanche un arrêté recommandant l'obligation de porter des masques de protection à partir de ce lundi 20 avril. La mesure va s'appliquer dans les services de l'administration publique, quel qu'en soit le mode de gestion, les services du secteur privé, les lieux de commerce et les moyens de transport. Libération avec à sa une le Covid-19 qui tue encore et étend ses tentacules. Originaire de Keur-Massar, le patient âgé de 68 ans était traité à Fannes, ce qui porte à 4 évidemment le nombre de décès au Sénégal liés au coronavirus.
Critique sur la propagation du coronavirus au Sénégal. Derklé, l'épicentre de Dakar touché, l'ennemi gagne, les talibés. Et puis sur le fond force Covid-19, retenez que le général François Ndiaye, tombeur de Yaya Jammeh, est au front. Il présidera évidemment le comité. Nous poursuivons avec le port du masque désormais obligatoire. La mesure est rappelée à la une de Vox Populi pour freiner justement la transmission communautaire du coronavirus. L'arrêté du ministre de l'Intérieur vise l'administration publique, le secteur privé, les commerces et les transports. À la une du quotidien La Tribune, ça devient inquiétant. C'est l'exclamation qui barre la une de ce quotidien ce matin. Keur-Massar enregistre le 4e décès, le port de masque obligatoire, un cas troublant à Ouarkinan. La femme a été plusieurs fois au marché et elle a pris plusieurs fois des clans d'eau. Voilà qui nous inquiète encore plus. Réumi, maintenant, sur la lutte contre le coronavirus, toujours ce qui fait la chance du Sénégal. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ces mesures sont tout simplement rappelées par le chef de l'État qui était en direct ce week-end sur RFI et France 24 également. Et ceci, le chef de l'État Macky Sall qui nomme un général à la tête du fonds Force, du comité, autant pour moi, chargé de gérer le fonds Force Covid-19. Stade, les quotidiens sportifs, avec à la une Messi et Cristiano Ronaldo. Qui est le meilleur entre les deux? Eh bien, les questions se multiplient ces derniers temps. À la une des quotidiens sportifs, Pelé, Maradona, Zinedine Zidane, Beckham, au vote. Retrouvez donc tout cela dans les colonnes de Stade et puis les légendes de la tanière présentées également à la une et dans les colonnes de Stade du jour. Mbaye Fall, le prince de Demba Diop. J'étais en même temps Messi et Ronaldo. Record qui noircit sa première page dans l'apparition de ce matin avec cette photo de Sadio Mané que vous apercevez à l'instant. Sadio, plus aucun obstacle pour Madrid. Bon, en tout cas, le mercato Sancho annoncé à Liverpool. Le mercato se poursuit, même si tout est pratiquement à l'arrêt en ce moment. Dans le milieu sportif aussi. Sounoulambe, pour terminer la revue des titres. Bala, Modlo, Gris, Boignan 2 dans le viseur. Et cette interrogation, Reug peut-il manger à la même table que tout ces VIP, Ama Baldé, Bombardier, Boignan de Tafatine, Balaguer de Gris, Bordeaux, Modulo ou encore Lac 2, eh bien Reug pourrait, pourquoi pas, manger à la table de ces grands-là si l'on s'en tient à ces statistiques. 13 victoires, 8 ans sans défaite. Pour qui? Pour Reug. Ah oui. Voilà, Ouais, c'est pas mal. Non, C'est pas mal comme statistique. Il est l'avenir de l'arène. Hein? Oui, bien sûr. Et donc, il pourrait s'inviter Bien à la sûr. table des grands. C'est tout pour la revue des titres du jour. Il est 8h27. Place tout de suite au sport avec Kumba. I gotta wake up early in the morning. Ma chère Kumba, on commence ce matin avec le football. La CAF a annoncé ce week-end le report de la finale de ces interclubs. Tout à fait, Sarah. La CAF a décidé, la Confédération africaine de football a décidé de reporter les finales de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération jusqu'à nouvel avis, selon la Confédération africaine de football et la Ligue des champions. La finale a été initialement prévue le 29 mai 2020 au stade Diapoma de Douala au Cameroun. La Coupe de la Confédération, elle devrait se jouer le 24 mai 2020 au stade sportif du prince Moulay Abdallah de Rabat au Maroc. Et bien, selon la Confédération africaine de football, le nouveau calendrier sera communiqué en temps utile et ce sera après consultation avec les différentes parties prenantes, c'est-à-dire les clubs engagés dans cette compétition jusqu'à ce stade, mais aussi les différentes fédérations impliquées. Rappel, la CAF avait déjà reporté les demi-finales de ces compétitions et à cause du coronavirus. Évidemment. Avec son évolution, sa nature évolutive. Voilà. Allez, l'UEFA. Sur justement toute cette situation liée à l'arrêt des compétitions européennes et puis comment gérer le déconfinement de manière assez souple. Oui, et assez prudente également, Oui, et assez pour ne pas prudente, compliquer la situation qu'il est déjà assez. On retourne chez nous, Kumba. On va maintenant parler d'Ali Kaza qui s'engage fermement et fortement dans le combat contre le coronavirus. Oui, Ali Kaza qui a fait une vidéo pour rendre hommage au corps médical dans la lutte contre Covid-19. Donc, ils sont du côté du corps médical. Ali Kaza qui s'est engagé à faire équipe avec les pouvoirs publics
pour jouer et gagner ce match contre le coronavirus. Sarah, on va regarder justement cette vidéo de Ali Kaza. Nous voudrions faire équipe avec l'ensemble des acteurs qui luttent en ce moment contre le coronavirus. Nous voulons faire équipe pour jouer ce match contre le Covid-19 et gagner, vaincre cette maladie. La maladie est arrivée au Sénégal. Elle est dans la plupart des pays du monde. Elle ne connaît pas de frontières. Elle ne connaît pas de famille. Elle ne connaît pas de personne. Elle ne fait pas la distinction entre les hommes et les femmes, entre les enfants et les adultes, entre les jeunes et les vieux, entre les couches jeunes et les vieilles personnes. L'humanité fait face à une crise sanitaire sans précédent. Pour gagner ce match contre ce virus, nous ne devons pas être indifférents. Nous devrons agir individuellement et collectivement. Pour gagner ce match contre le Covid-19, nous ne devons pas nous taire. Nous devons parler. Nous devons parler avec nos amis, avec nos familles, avec nos communautés respectives, sur les voies et moyens, sur des précautions d'usage, à même de nous permettre de vaincre ce virus. Bon, on s'attendait à avoir justement de la musique, mais on va chercher ça pour la fin du magazine. D'ici la fin de l'émission. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, je ne sais pas si c'est disponible. Ils ont fait également des capsules dans les différentes langues nationales pour participer à la sensibilisation dans le cadre de la lutte contre Covid-19. Si c'est disponible au niveau de la régie, on va regarder justement ces capsules réalisées dans les différentes langues parlées au Sénégal. Voilà, oui, c'est ça. Respectons les mesures de prévention. Merci beaucoup au corps médical et paramédical. Et donc, on regarde. C'est juste des photos. On n'a pas le son juste derrière. On ne l'a pas. On va essayer de régler ça pour tout à l'heure parce qu'il y a une musique évidemment qui accompagne tout ça. On va en profiter pour féliciter évidemment Ali Kaza pour cette belle initiative. Il s'engage dans la lutte. Je pense qu'il faut que chacun s'engage pour qu'on puisse gagner ce combat contre le Covid-19. Et Sarah, il faut préciser qu'Ali Kaza a compris très tôt le danger, le risque qu'il y avait avec cette maladie. Il faut le rappeler, on a vu ici les images avec ce dispositif de sécurité qu'ils avaient mis en place au niveau des stades avec le contrôle de la température, le lavage des mains à l'occasion des matchs avant même l'arrêt des compétitions au niveau national. Très bien. Allez, Covid-19, si des sportifs sont testés positifs, d'autres en sont guéris. C'est vrai que cette maladie n'épargne personne. Bien sûr, c'est le cas de Blaise Matuidi il a été déclaré guéri ce 15 avril selon la Juventus de Turin. Et donc Matuidi, champion du monde avec l'équipe de France en 2018, avait été testé positif le 17 mars, dernier. Et puis, autre personnalité du foot guérie de cette maladie, c'est Pierre Ménès, journaliste et consultant. Lui aussi a été déclaré guéri du Covid-19. Il a été hospitalisé une semaine de retour chez lui. Il a fait un témoignage, un hommage très fort, surtout à l'endroit du corps médical. Je pense que c'est cette vidéo, on l'écoute. Des terribles diarrhées et pas finalement les symptômes habituels du Covid. Pourtant, c'est bien le Covid que j'avais. Bon, évidemment, j'ai été hospitalisé en fin de virus. J'ai été à l'hôpital Beaujon où j'ai été greffé, où évidemment il a fallu tout contrôler par rapport à mon foie et mon rein, et qui aggrave évidemment les choses. Là, l'ambulance vient me chercher pour me ramener chez moi à 14h. J'ai en plus eu
terrible crise de goutte dans les 2 genoux. Donc voilà, il va falloir reprendre la forme, remarcher. Normalement, avec ce que devrait nous annoncer Emmanuel Macron, j'ai du temps avant que le foot reprenne. Voilà. Chaque chose malheur est bon, 15 kilos de moins. Voilà. Je vais donc retourner me confiner parce que ça reste la solution. Restez chez vous, prenez surtout soin de votre santé parce que quand la santé elle est pas là, eh ben c'est très très dur. Je vous embrasse. À bientôt. La vraie richesse, c'est évidemment la santé. Et quand on la perd, eh bien, on s'en rend compte. Hein. Tout à fait. Un message très fort de Pierre Ménès qui rend également hommage au corps médical, mais aussi à tout le monde sportif. Merci ma chère Koumba pour cette belle chronique ce matin. Ah, on va essayer de retrouver cette vidéo d'Ali Kiaza parce que c'était le petit bonus de la chronique de ce matin. On a envie d'écouter ces sons, ces musiques qui nous manquent puisqu'on ne peut plus aller au stade les écouter. Ça nous manque et je suis sûre qu'à Ziguinchor, ça doit manquer évidemment également à toute la population à qui on dit Kasoumaï ce matin. Place maintenant à la rubrique invité. Dans la logique, coronavirus oblige, on va parler maintenant de communication. Est-ce qu'elle est efficace? Comment communiquer en temps de crise? Avec le docteur Falilouba qui est notre invité de ce matin. I gotta wake up early in the morning. Allez, je rappelle juste à ceux qui nous rejoignent à l'instant, docteur, que vous êtes docteur en sciences de l'information et de la communication et surtout spécialiste en changement de comportement. En ce moment, je pense qu'on a vraiment besoin de changement de comportement, surtout au niveau de certains quartiers où les gens semblent ne pas avoir compris le message. Et les supporters du comité national Ali Kiaza donnent le bon exemple, déjà en faisant ce clip de soutien au corps médical et en appelant toutes les populations quand même à prendre en compte ces recommandations-là donc des experts. Il n'y a que cette voie-là qui pourrait nous permettre quand même de venir à bout définitivement du Covid-19. Mais depuis, bien avant d'ailleurs, le premier cas ici au Sénégal, bon, il y a eu une campagne de sensibilisation menée jusqu'à présent d'ailleurs sur toute l'étendue du territoire national, voilà, pour qu'il y ait une large adhésion, pour que tout le monde quand même puisse suivre les recommandations des autorités sanitaires du Sénégal. Alors docteur, vous qui êtes spécialiste, n'est-ce pas, en sciences de l'information et de la communication, mais surtout en changement de comportement, est-ce que vous avez vu que ces résultats ont été positifs? Est-ce qu'en vérité, voilà, l'attente a été satisfaite? Oui, mais merci bien Alioune Badara. Donc, je vous remercie pour l'opportunité que vous permettez de me donner de pouvoir m'exprimer un peu sur ce sujet qui est extrêmement important, cette mobilisation nationale et citoyenne. Je dois dire d'abord que, pour m'en réjouir, que très tôt, en fait, les autorités sénégalaises ont vite compris qu'en réalité, le cœur de la bataille, c'était la communication, en fait, la sensibilisation. Et j'en prends pour preuve le docteur Bousso qui dit, déjà dès le 22 mars, que cette lutte-là va se gagner au niveau de la prévention et de la sensibilisation. Le professeur Seydi a réitéré beaucoup encore ce message-là. Donc, les gens ont compris très vite que c'est une bataille qui va se gagner au niveau beaucoup plus de sensibilisation, de la communication, de changement de comportement qu'au niveau médical. Alors, le Sénégal s'est investi dans ce domaine-là, effectivement. Maintenant, la bonne question que vous posez, c'est est-ce qu'en réalité, cette communication-là qui est aujourd'hui en cours est une communication efficace? En tout cas, si vous devez remarquer ce qui est aujourd'hui en train d'être fait, c'est une communication qui est aujourd'hui axée principalement sur l'explication. Donc, on cherche à expliquer aux Sénégalais que les signes de la maladie, c'est ça. On essaie de renseigner aux Sénégalais que voilà les gestes barrières qu'il faudra adopter. On essaie même de démontrer aux Sénégalais comment il faudra adopter ces gestes-là. Donc, à ce niveau-là, il y a ce triptyque-là qui s'agit d'explication, d'argumentation, de démonstration. Alors, quand on est dans cette dynamique de communication, il faut se dire que nous sommes dans une communication de persuasion. Alors, c'est une communication qui est bonne en soi pour l'objectif qu'elle recherche. Quel est l'objectif qu'elle recherche? Quand on fait une communication de persuasion, l'objectif recherché, c'est de permettre au destinataire d'avoir une connaissance de la chose, d'avoir en réalité une perception positive de la chose. Et quand on fait une petite analyse, une évaluation de test de connaissance selon Greenwald, quand on demande à votre collègue, à votre ami, quels sont les signes de la maladie, le Sénégalais lambda peut vous réciter les signes. Ouais.
Quand on leur dit quels sont les gestes barrières, ils peuvent vous expliquer très rapidement quels sont les gestes barrières. Donc la communication, elle est efficace. Elle est efficace quand il s'agit maintenant de faire comprendre aux Sénégalais qu'est-ce que c'est que la maladie et comment on se prémunit par rapport à cette maladie-là. Mais est-ce que c'est la finalité de la communication qu'on doit rechercher? Donc, il y a un pan de la communication qui est positive et qui est bonne. C'est cette communication de persuasion parce qu'aujourd'hui, quand on fait une petite évaluation, on se rend compte que les Sénégalais ont compris la maladie, ils connaissent les gestes barrières. Maintenant, ça, c'est un niveau de la communication. Il y a un autre niveau et d'autres niveaux qu'il faut rechercher. Et d'ailleurs, le premier niveau, je pense, sur lequel on devrait également investir et qu'on n'a pas suffisamment investi, c'est la prise de conscience de la gravité de la maladie et de son degré de contagion. C'est-à-dire, si les Sénégalais connaissent la maladie, il faut que les Sénégalais aussi prennent conscience de la gravité de la maladie. Et on a parlé très tôt avant que ces jeunes de Médina qui, en réalité, ont fait cette sortie malheureuse. Et ça montre en réalité qu'on a en fait une distanciation de la gravité de la maladie. Et ça, cela a été alimenté en fait dès le départ parce qu'il y a eu une incommunication. Est-ce que cela ne pourrait pas pousser l'État à user de la méthode forte? Parce que déjà aux premières heures de la pandémie ici au Sénégal, on a vu que l'État n'a pas hésité à actionner le levier judiciaire pour amener certains qui doutaient même de l'existence du coronavirus à suivre la ligne officielle. Et je crois que cela a porté ses fruits. Mais c'est très bien. Pourquoi ne pas continuer aussi cette politique-là? Mais c'est très bien en fait. Et j'ai beaucoup salué en fait cette prise de position de l'État dès le départ. Ce que j'appelle les incommunications. Une série de convocations adressées à certains leaders parce qu'à un moment donné, il y a eu en fait des thèses complotistes qui ont été développées, comme quoi le virus a été créé de toutes pièces pour, etc. Ensuite, il y a les thèses négationnistes qui disent que ça touche peu ou pas les Noirs. Et ensuite, il y a malheureusement des sorties malheureuses de certaines personnalités et de certaines personnes anonymes du Sénégal qui ont douté en fait de la maladie. Cela, l'État a eu une position forte et qui est positive. Ça a été en réalité d'arrêter ces un peu faux communicants qui ont eu à faire des révélations malheureuses. Mais malheureusement, ceci a laissé quand même quelques séquelles chez les Sénégalais. Et quelles sont les séquelles? C'est qu'aujourd'hui, avec ces intox et ces infox, on a senti en fait que le Sénégalais encore a une distance un peu de légèreté par rapport à la maladie. Et ça, il faudra simplement avoir un peu les réactions psychologiques, les réflexes psychologiques des populations. Quand on regarde les réflexes psychologiques, on se rend compte qu'on ne prend pas en compte la gravité et le danger de la maladie. Et donc, il y a une forme de communication. Au-delà maintenant de cette partie de force, il faudra faire une communication qui est adaptée à cela. Il y a une communication qui peut amener l'individu à prendre conscience de la gravité, si en réalité on doute de la cause sociale. Et cette forme de communication, nous on l'appelle dans notre jargon la monstration. Et je pense Mme Koumba Diakhaté-Mar a bien fait de nous montrer le clip de Pierre Ménès, et c'est ça dont on a besoin. C'est-à-dire aujourd'hui, quand vous demandez à un Sénégalais lambda, il n'a pas vu quelqu'un qui a été atteint par la maladie. On n'a pas également vu, fondamentalement, cette difficulté, cette capacité handicapante de la maladie. Ça, on ne l'a pas encore vu. On n'a pas encore vu de mort. Et souvent même, on n'en parle pas très souvent. Je pense que quand on fait une communication pour amener l'individu à prendre conscience de la gravité d'une cause sociale, il faudra faire ce qu'on appelle la monstration en usant des leviers qu'on appelle les croyances empiriques. C'est-à-dire croire, voir les choses. Et voir les choses, c'est qu'aujourd'hui, on est au Sénégal à un niveau de 220 personnes qui sont guéries. On ne les entend pas, on ne les voit pas. Il faudrait que, si ces gens-là, parce qu'il y a, à part Bakary Cissé, et l'ancien ministre de la Communication, mais il faut, Moustapha Guirassy a été bien fait. Sénégalais lambda. Voilà, qui en réalité sort pour nous dire que j'ai été malade, voilà les séquelles que j'en ai eues. Et ça, on ne l'a pas encore vu. On ne nous a pas encore promené, bon, peut-être que ça va être difficile, mais dans le milieu hospitalier où les gens se trouvent. Et ça, c'est des éléments, sans pourtant faire peur, mais on donne la vérité et on montre aux Sénégalais la gravité de la maladie. Et ça, ce que ça va créer, c'est ce que va créer la fragilisation, la rhétorique de la fragilisation. C'est-à-dire, l'individu qui voit ça, il se dit, mais tiens, si ça arrive celui-là, ça peut m'arriver. Ça peut arriver à un proche. Donc, même je dirais, mais qui sera le prochain? Et cette forme de communication-là, de la monstration, n'a pas été prise en compte dans le dispositif communicationnel. Nous sommes dans la persuasion qui est bonne,
mais il faudra également accompagner cette forme de communication par la communication de monstration pour la prise de conscience. La communication de monstration, comme vous dites, hein, donc n'a pas été suffisamment bien explorée par les masses médias, par les médias classiques. Et pourtant, je sais que aujourd'hui, tous les médias du Sénégal, dans le domaine audiovisuel, en tout cas dans la sphère audiovisuelle, sont inondés de messages de sensibilisation à la fois des autorités. C'est ce que j'appelle une surcommunication. En réalité, on ne communique que sur un message. Si vous voyez bien, c'est les gestes barrières, tout juste, et puis les signes de la maladie. On fait une surcommunication, on ne fait pas ce que j'appelle moi une multicommunication. On doit démultiplier la communication, faire une seule communication, un seul message, inonder le Sénégalais de cette image-là, c'est bon, mais il faudra également inventer une autre forme de communication. Parce qu'encore une fois, ça se gagnera à 3 niveaux. Un niveau mental, ce que je dis, la prise de conscience, un niveau attitudinal, ça veut dire que la prise de connaissance, et un niveau comportemental, c'est l'action. Or, aujourd'hui, on est au stade médian, on ne parle que de la persuasion, de l'attitudinal, tout le monde a compris, mais on n'est pas encore à ces 2 niveaux-là. Et sur les stratégies de proximité, par exemple, est-ce qu'on a aussi suffisamment exploré ce créneau, les stratégies de proximité? Mais c'est ça en réalité. Pour rompre un peu avec la communication officielle classique. Mais c'est le 3e niveau. C'est-à-dire si je pars de ce premier niveau que j'appelle la monstration, qui est la prise de conscience, qui doit être portée par les victimes et par les affectés et les infectés de cette maladie-là. Donc cette première partie. La deuxième partie, elle doit être portée peut-être aujourd'hui comme on le fait, par les Sénégalais lambda, les personnels de santé, etc. Mais le 3e niveau doit être porté par les communautaires. Et cette forme de communication-là doit nous amener à aller vers le Sénégalais lambda et utiliser, nous, ce qu'on appelle dans le jargon la communication engageante dont on avait parlé, discuter avec les populations et les amener à travers des stratégies d'influence, qu'ils prennent les prédispositions internes, libres, souveraines, de poser des actes. Cette partie aussi de la communication n'a pas encore été explorée. Donc il y a 3 niveaux, 3 escaliers, 3 maillons, je dis, le niveau de prise de conscience, le niveau de prise de connaissance et le niveau d'action. Nous sommes encore aujourd'hui dans le milieu de prise de connaissance. Je pense qu'il faudra qu'on démultiplie un peu la communication. Il faut accélérer la cadence. Ce qui pourrait peut-être expliquer ce qu'on a vu hier. On a vu les images d'ailleurs tout à l'heure où des jeunes de la Médina sont encore sortis en groupe et en masse dans les rues pour accueillir non seulement une famille sortie de confinement, mais en plein couvre-feu. Les gens sont dehors, sortis pour souffler un tout petit peu. Pourquoi ça rate? Si vous permettez, est-ce que finalement cette surcommunication dont vous parlez dans les médias, finalement, est-ce qu'elle n'est plus efficace? Est-ce que vous avez l'impression que les gens se disent on connaît déjà le message, on le sait déjà, ils vont nous dire la même chose? J'ai peur même de dire en réalité, l'inconvénient d'une surcommunication, c'est que ça finit par banaliser. C'est-à-dire on en a parlé tellement que finalement les gens l'ont tellement intégré qu'il faudra qu'on change de mécanisme de communication. Or, on a encore une fois 3 objectifs. Et ce que les jeunes de Médina ont fait hier montre en fait qu'on n'a encore pas à une prise de conscience de la gravité et du degré de contagion de la maladie. Et cette forme de communication-là, on doit encore le faire. Comment le faire? La monstration, moi j'aime bien parce que Pierre Ménès c'est bien, mais ce n'est pas de nous. C'est très loin de nous. Tous les gens qu'on nous a montrés, ce n'est pas nous. Moi je voudrais voir, par exemple, dans mon quartier à Guédiawaye, quelqu'un qui est malade et qui prend la responsabilité de manière libre et souveraine de venir à la télévision dire j'ai été touché. Voilà quels sont les signes. Je dois vous raconter une petite anecdote. Allez-y. Je revenais de France le 18 mars. Moi, je suis revenu de France parce que j'étais parti faire une conférence en France. Et je suis revenu, j'ai fait partie des voyageurs entrants. J'ai fait ce confinement volontaire de 14 jours. Et je remercie au passage le docteur Maté Diouf, le docteur Salou Thiam et puis Dior qui m'ont accompagné dans cette période de confinement. Et en réalité, quand on est dans cette dynamique-là, montrer en fait que moi j'ai été touché, mais ça permet aux gens qui sont proches de vous de dire « Ah oui, mais donc ça peut m'arriver ». Ce qu'on appelle la rhétorique de la fragilisation. Or, cela, mais ça n'a pas encore été fait. Et quand j'ai entendu l'autre journaliste dire « Si vous êtes touché, vous le savez, parce que ça vous handicape, vous ne pouvez plus respirer, c'est extrêmement violent », je me suis dit, moi je ne suis pas touché. Parce que ces signes-là, que quelqu'un vous le raconte, vous le dit parce qu'il l'a vécu, mais si vous l'écoutez, vous allez croire. On n'est pas encore à ce niveau-là, il faut investir ce créneau-là. On a encore 4 minutes. Koumba, Nafi, des questions, Koumba? Oui, j'ai une question, docteur. Comment vous appréciez le rôle des médias, de manière générale, nous, dans cette stratégie de communication? Parce que jusque-là, vous avez analysé effectivement la stratégie de communication qui a été mise en place par le gouvernement. Mais nous autres médias aussi,
nous avons un rôle de participer à cette communication pour aider les populations à mieux comprendre le danger. Effectivement, et vous le faites bien, mais en vous mettant en réalité dans les clous de ce qui a été défini. Et puis c'est normal, je dis souvent que le journaliste, son rôle, c'est de vulgariser la stratégie qui lui a été donnée. Ce n'est pas à lui de concevoir la stratégie, parce que ce n'est pas de son domaine. Le communicant public, c'est à lui de concevoir la stratégie. On vous donne un registre à travailler, on vous a dit les gestes barrières, c'est ça, voilà. Et puis aujourd'hui, les journalistes jouent pleinement et bien le rôle, c'est de vulgariser la stratégie qu'on leur a donnée. Maintenant, il nous faut maintenant appeler les vrais communicants, c'est-à-dire ceux qui sont appelés à être des communicants publics. C'est ceux-là qui doivent, en fait, des spécialistes de la communication, de changement de comportement, de concevoir une stratégie qui est adaptée à la situation. Or, cette stratégie encore doit se fixer sur 3 niveaux, la prise de conscience, la prise de connaissance et l'action. Et ça, il faut le concevoir. Et si on les conçoit bien, c'est maintenant aux journalistes et aux médias de vulgariser cela. Et je pense que ce qu'on vous a donné, vous le faites bien et puis vous vulgarisez assez bien cette forme. Nafi, oui, je place ma question, allez-y. Non, mais moi, j'aimerais savoir, en fait, après Covid-19, j'ai envie de dire, est-ce qu'il y aura un changement de comportement? Beaucoup de pays pensent à ça aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'au Sénégal, en Afrique, ça peut changer? Par exemple, nos comportements entre nous, social, collectif. Est-ce que ça peut changer après le Covid-19? Mais c'est une très bonne question et je pense que c'est aujourd'hui l'enjeu. Parce qu'on nous dit que finalement, rien ne sera plus comme avant. Donc il faudra en fait qu'on change complètement de registre. Sociaux, voilà, tout devra être changé. Or, ces comportements-là qu'on nous demande de prendre aujourd'hui, ce sont des comportements qu'on devra également garder dans l'avenir. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire une forme de changement de comportement ponctuel et conjoncturel. Il faudra imaginer des stratégies de changement de comportement qui nous inscrivent en fait dans la pérennité. Ce que nous appelons le changement instituant. Or, on n'a pas également très bien exploré ces ressources-là. Il y a en nous et dans notre substrat culturel une manière, avec les stratégies avancées, en amenant la population à prendre conscience de cela et puis à prendre de manière libre et souveraine l'engagement de poser les actes. Non seulement il les fera aujourd'hui et il continuera à le faire. Je pense que c'est dans ce créneau qu'on doit s'inscrire au-delà de la communication de persuasion, aller vers une communication de changement instituant qui nous inscrit dans ça. Parce que comme vous l'avez dit, après, rien ne sera plus comme avant, il faudra garder ces mêmes mesures-là. Alors, vous parlez de substrat culturel, mais je n'aurai pas la possibilité de placer la question. Mais dans la deuxième partie, voilà, vous parlez de substrat culturel. Moi, je pense immédiatement à ces relais sociaux extraordinaires que sont, par exemple, la chefferie traditionnelle, mais les dignitaires religieux aussi. Est-ce qu'on a suffisamment aussi exploré ce créneau-là? On ne l'a pas suffisamment exploré. Je ne les entends pas tellement bien. Non, dans un journal de la place, j'ai fait une contribution écrite où je disais en réalité qu'on n'a pas encore entendu ces personnes-là, qu'on appelle les personnes intermédiaires. Ce sont en réalité, vous savez, notre parole peut être la parole savante, mais notre parole ne peut ne pas toucher fondamentalement. Il y a en réalité, chez nous, ce qu'on appelle les publics intermédiaires, ces personnes-là qui ont une influence certaine sur les populations. Donc nous devons concevoir la communication et nous devons également donner cette communication à qui de droit. Celle-là qui peut vulgariser, transmettre et puis imposer de manière entre guillemets, cette forme de communication aux autres. Et si nous n'avons pas encore suffisamment utilisé ces relais-là communautaires, d'abord, parce que je dis avec mes étudiants EDEA qui ont fait un bon slogan, un problème communautaire, une réponse communautaire, mais il faudra également intégrer ces leaders d'opinion, pas fondamentalement, voilà, mais surtout ces chefs religieux, ces chefs coutumiers, ces individus, en tout cas qui ont une parole forte et entendue pour nous faire passer le message. Très bien. Merci beaucoup. C'est bon? Mais c'est bon pour l'instant, pour la première partie. Il nous faut passer au journal. Merci beaucoup, cher docteur. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur notre plateau. Absolument. Docteur Falilouba avec nous ce matin. Si vous avez des questions, envoyez-les nous en direct sur notre page Facebook ou sur Instagram. Docteur, dans la deuxième partie, on va s'accorder encore quelques minutes parce qu'il y a d'autres questions. On pourrait évidemment parler également de la stigmatisation qui fait peur évidemment à beaucoup et qui peut-être expliquerait pourquoi les gens se cachent en ce moment. Allez, clip du jour tout de suite. On se retrouve juste après pour le journal avec René Léon. À tout de suite. Merci.
Le clip de DBC, les artistes dans la sensibilisation également contre le coronavirus. Bon, Nafi Saher n'a pas trop apprécié, je ne sais pas pourquoi. Kumba non plus. René, c'est pas mal ce clip à l'une. Bon, c'est une reprise. Il y a du gospel là-dedans. Bon, c'est une reprise d'une chanson de R. Kelly, je pense. C'est ça. When a Man loves a woman. En tout cas, il redonne un peu de blason de la Médina, quoi, terni par les jeunes d'hier là. Ouais, qui sont sortis dans les rues. Il est de la Médina, DBC, je rappelle. Voilà. On n'a pas de remontrance de l'autre côté à la réalisation parce que ce matin, c'est Fatma Diop qui est là-bas. On souhaite une bonne journée à Mahfouz Diop, notre réalisateur attitré. Il sera peut-être là demain avec l'équipe de la matinale. Mais Mor Diop, Mor Ndiaye, autant pour moi, de l'autre côté avec nous, notre chargé de prod. Mor Ndiaye, c'est un téléspectateur, Mor Diop, c'est un téléspectateur qui nous regarde, et Mor Ndiaye, c'est notre chargé de prod. Je me reprends. René est là pour le bulletin d'info. On a appris à l'instant un autre décès, c'est ça? Et on y revient, bien sûr. Ce journal, ce qui porte à 5 le nombre de décès liés au coronavirus au Sénégal. Les détails, c'est juste après ceci. Voici les titres complets de cette édition. Le port de masque de protection désormais obligatoire dans certains lieux. On fait le point sur le communiqué du ministre de l'Intérieur. À suivre également la création du comité de suivi des opérations, autant pour moi, du force Covid-19. Et le focus de ce matin sur le laboratoire de biologie moléculaire de l'hôpital militaire de Ouakam. René, c'est à toi. Tout à fait, Sarah. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Vous l'avez dit tout à l'heure, cette triste nouvelle. Sachez que le Sénégal vient d'enregistrer son 4e et 5e décès lié au Covid-19. Selon le communiqué du ministère de la Santé, il s'agit de 2 patients, 2 hommes
âgés de 68 ans et 74 ans. Tous les deux étaient hospitalisés au service des maladies infectieuses de l'hôpital Fann. Et on y reviendra bien sûr dans nos prochaines éditions. Et vous rappelez aussi qu'hier, 17 nouveaux cas ont été testés positifs. Il s'agit de 15 cas contacts et 2 cas issus de la transmission communautaire. 9 patients ont été guéris à ce jour. Le Sénégal compte 367 cas, dont 220 guéris, 5 décédés et 141 sous traitement. Autre titre ce matin, on parle de cet arrêté du ministère de l'Intérieur, arrêté qui recommande l'obligation de porter des masques de protection en raison de la hausse des cas de transmission communautaire. La mesure va s'appliquer dans les services de l'administration publique, les services du secteur privé, les lieux de commerce et les moyens de transport, précise l'arrêté. Et toujours selon le document, tout manquement aux présentes dispositions sera puni par les peines prévues par les lois et règlements. Et retour également ce matin sur la création du comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du Fonds de riposte et de solidarité force Covid-19. Le comité est composé de représentants de l'ensemble des forces vives de la nation. Il est chargé de suivre de façon proactive et inclusive les opérations menées par le Fonds et d'en rendre compte au chef de l'État. Des détails, explications avec Dahaba. Le comité est composé d'une vingtaine de membres. D'abord, les institutions de la République. L'Assemblée nationale avec 3 représentants. La majorité, l'opposition, chacune d'elles un représentant, de même que pour les non-alignés. Le Conseil économique, social et environnemental, le Haut Conseil des collectivités territoriales, les élus locaux ont un quota de 2 membres par institution. La classe politique et la société civile se partagent 9 sièges. Les partis politiques subdivisés en 3 pôles. La majorité présidentielle, l'opposition parlementaire, les non-alignés. Chaque pôle a 2 représentants. Les 3 autres sièges vont aux organisations de la société civile. Les organisations syndicales, le patronat et l'association des consommateurs, chacune des entités est représentée par 2 membres au sein du comité de suivi et de mise en œuvre des opérations Force Covid-19. Le comité peut aussi faire appel à toute personne ressource dont la participation est jugée utile à chaque fois que le besoin se fera sentir lors de ces rencontres. Et c'est justement le général François Ndiaye qui a été nommé président de ce comité. Il occupait jusqu'à sa nomination les fonctions d'inspecteur général des armées. Au cours de sa carrière, le général Ndiaye a assuré les fonctions de chef d'état-major général de l'armée de terre. Il avait également dirigé les forces de la CEDEAO en Gambie. Son portrait avec Maman Moussagna. Le nouveau président du comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du Fonds Force Covid-19 est un homme expérimenté. Le général François Ndiaye a en effet dirigé plusieurs opérations au Sénégal, en Afrique et dans le monde. En 2017, il était à la tête de la force de la CEDEAO en Gambie, les Comiques. En 2012 et 2015, le général François Ndiaye a séjourné dans le golfe de Guinée. Il était le point focal des opérations pour la lutte contre Boko Haram, pour le compte des Nations Unies en Afrique centrale. Le natif de Joal Fadjout a géré l'organisation du défilé militaire du 4 avril en 2006 et 2007 de main de maître. Entre autres activités, le général François Ndiaye a coordonné les opérations de secours aux populations dans le cadre du plan Orsec en 2005-2006. Inspecteur général des forces armées jusque-là, le général Ndiaye a gravi les échelons au sein de l'armée sénégalaise. En 2016 d'ailleurs, il était le chef d'état-major général de l'armée de terre. Et puis, on parle pour finir de ce laboratoire de biologie moléculaire de l'hôpital militaire de Ouakam, la plateforme qui a déjà fait ses preuves dans le dépistage du VIH-Sida, peut effectuer bien 600 tests du Covid-19 par jour. Les détails avec le Philippe Sagna. Au cœur de l'hôpital militaire de Ouakam, il y a ce laboratoire polyvalent de biologie clinique. Dans cette structure, les patients, la plupart des civils, sont accueillis au rez-de-chaussée pour un bilan médical. On dose donc d'habitude les paramètres donc, du sang. Ça peut être le dosage du sucre dans le sang qu'on appelle couramment la glycémie. Ça peut être le dosage des lipides donc pour voir donc, si la personne présente des risques de maladies cardiovasculaires. Ici, tout est fait avec minutie.
En moyenne, 40 000 tests sont effectués par an pour un total de 8 000 patients. Les délais sont courts, mais ça dépend surtout du paramètre demandé. Parce que s'il s'agit d'un paramètre classique de biochimie, donc voir le taux de sucre ou bien le cholestérol, là, le résultat peut être disponible dans les 24-48 heures. Réhabilité grâce à un financement du Fonds mondial et de l'État-major général des armées en 2013, ce laboratoire a connu une montée en puissance. À l'origine, c'était pour faire le suivi biologique des PVVIH, des personnes vivant avec le VIH. Donc, il s'agit de quantifier le virus, ce qu'on appelle en langage commun la charge virale. Et donc, cette machine est la première qu'on a pu obtenir sur le financement de l'état-major et des partenaires qui nous ont mis l'extracteur en place. Et donc, ça a permis de faire le suivi au niveau national des personnes vivant avec le VIH. Et avec le programme SIDA des armées, ce service d'aide au diagnostic est prêt à reproduire le même modèle pour faire face au Covid-19. C'est la même plateforme parce que jusque-là et jusqu'à ce qu'on mette à disposition les tests rapides, les tests qui sont effectués pour le dépistage du Covid-19, c'est des tests moléculaires. Donc, si on prend l'exemple de cette machine à bord. Classé premier en 2017, 2018 et 2019 en nombre d'analyses de charges virales effectuées, ce laboratoire a reçu 2 autres distinctions de taille. Un certificat de contrôle de qualité délivré en 2018 et un autre en 2019 par le Collège des pathologistes américains. Voilà, et je rappelle l'information du jour. Je vous disais, le Sénégal vient d'enregistrer son 4e et 5e décès lié au Covid-19, selon un communiqué du ministère de la Santé qui nous est parvenu tout à l'heure. Il s'agit de 2 patients âgés respectivement de 68 et 74 ans. Ils étaient tous les 2 hospitalisés au service des maladies infectieuses de l'hôpital Fann. Et on reviendra bien sûr sur ces informations dans nos prochaines éditions. Ainsi va l'actualité de ce lundi matin. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci de votre attention et de votre fidélité. L'info, je vous le rappelle, continue sur rts.sn, sur l'application RTS et sur live.rts.sn. Je vous souhaite une très très bonne journée et disons à bientôt. À bientôt, mon cher René. Très bientôt. C'est toujours un plaisir de t'avoir avec l'équipe. Hein, plaisir partagé. Là. Non, mais l'amitié, non, ça ne peut pas finir. Jusqu'à la satisfaction de notre demande. Jusqu'à la fin de l'émission, au moins. Alors, je voudrais très rapidement, on prend 2 minutes pour le faire, hein, vous faire réagir très rapidement sur 2 sujets. Depuis la semaine dernière, je le dis, les États-Unis qui se retirent du budget de l'OMS, c'est environ 22%. Il faut dire que les États-Unis, c'est le plus grand contributeur au budget de l'OMS. En 2019, par exemple, c'était à peu près 500 millions d'euros versés. Quand on parle de solidarité, Donald Trump se retire. Dans les colonnes du Soleil, je pense que le président Macky Sall a demandé à ce qu'il revienne sur sa décision. Comment analysez-vous cette attitude de Donald Trump? Très rapidement, docteur. Oui, je pense que c'est malheureux, surtout à ce niveau-là, où en réalité, une solidarité commençait à naître sur le plan mondial. On a compris finalement que personne ne peut aller sans l'autre. Alors si les États-Unis préfèrent aujourd'hui faire cavalier seul en lésant en fait de cette manne financière qui est importante dans cette bataille-là, je pense que c'est malheureux et tout le monde doit le déplorer. Je pense que la position du président est bienvenue. Au moins, accompagnons-nous les mains dans les mains jusqu'à la fin de cette... Et puis, chacun fera ce qu'il va faire. Après, à ce moment-là, pour Donald Trump, l'OMS a failli. Écoutez, cela ne saurait surprendre parce que Donald Trump, n'oublions pas son slogan de campagne, America First. L'Amérique d'abord. Donc lui, il était même carrément pour la fermeture des frontières. Il n'a pas hésité à se retirer du grand accord mondial sur le climat. Je crois que ça a été un véritable coup de massue pour le monde entier. Alors donc, s'il il gèle la subvention américaine pour l'OMS, en tout cas, moi, ça ne me surprend pas. Tout ce qui viendra de Trump ne me surprendrait guère. Voilà. Kumba. Oui, je suis d'accord avec le docteur. On est dans un contexte où personne ne peut aller sans l'autre, mais encore plus s'il s'agit de cet autre-là si important, les États-Unis, qui pèse combien? 22% du dans budget, du budget de l'OMS. Mais on connaît Trump qui aime se démarquer des autres. Faire le buzz. Voilà, faire le buzz. René. Et je l'apprécie comme ça.
Non, mais je pense que déjà, le chef de l'État lui a demandé de revenir à de meilleurs sentiments. Déjà, ça c'est quelque chose. Mais on connaît l'homme, hein, on connaît Donald Trump. Et je pense que l'heure n'est pas aux polémiques de bas étage. Je dirais juste à Donald Trump, keep calm, Mr. President. Merci, mon cher René, pour tous ces commentaires. Eh bien, restez avec nous. On souffle un peu, la page pub. Hein. Et puis, on se retrouve juste après pour la chronique de Nafissa R. Simplifiez-vous la vie avec Mayonnaise, la nouvelle mayonnaise saine, onctueuse et délicieuse, comme la mayonnaise faite maison. Paris est gagné avec OneXBet. Paris est gagné avec OneXBet. Paris est gagné avec OneXBet. OneXBet, bookmaker fiable. Nous sommes de retour en plateau et toujours en direct. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent à l'instant. On a reçu un message d'un de vos étudiants, professeur. Il nous regarde ce matin depuis... allez, il faut que je retrouve le message rapidement. Alioune, tu m'aides. Bon, c'est sur notre page Facebook. Non, c'est Bakel ? J'y arrive pas. Bon, je lui avais promis pourtant de lire son message tout de suite à l'antenne. Je le retrouverai probablement avant la fin de l'émission. Place à la chronique de Nafissa R. Les tendances juste après ceci. Il s'appelle Mohamed Sirou et il nous regarde ce matin depuis Tandjigora, c'est depuis Bakel, effectivement, tu avais raison. Il dit big up à mon prof, Monsieur Ba. Je m'appelle Mohamed Tandjigora et je vous regarde depuis Bakel. Merci pour ce message. Vous avez enseigné, évidemment, oui, dans cette localité. Oui, quelle matière ? En français. En français, très bien, parfait. Eh bien, ça fait plaisir. c'est une des matières préférées de nous sur le plateau. C'est la langue qui coule comme de l'eau. Il a fait du chemin hein, depuis. Hein, le jeune professeur Ba, le jeune monsieur Ba, j'imagine c'est comme ça qu'on l'appelait à Bakel. Oui, à Bakel. Voilà. De Bakel en France. En France, puis à l'ENEA. Voilà, à l'ENEA. Allez, on poursuit, Nafi. On va voir maintenant les vertus du riz avec toi. Et les bienfaits, évidemment, de ce riz. Vous savez, aujourd'hui, le riz fait partie de la famille des céréales et par conséquent des féculents. Donc, il est souvent recommandé aussi de manger du riz. Pourquoi ? Parce que aussi, elle permet quand même aujourd'hui à l'organisme de vraiment recevoir toute l'énergie dont il a besoin, qui sera libérée au fur et à mesure vraiment que l'organisme fonctionne, et ainsi aussi aider à éviter les grignotages et aujourd'hui, voilà, essayer de régler la question de la faim et ainsi de suite. Donc vraiment, ça permet de garder toutes ces ressources pendant toute la journée, les protéines du côté végétal, mais aussi les glucides, avec tous les sous forme de glucides complexes, c'est-à-dire qu'il libère de l'amidon. Et c'est cet amidon-là qui permet aujourd'hui à l'organisme d'avoir toute l'énergie dont il a besoin pour pouvoir fonctionner convenablement et éviter aujourd'hui la faim. Voilà. Donc ça, c'est les bienfaits du riz. Donc aussi aujourd'hui, on va parler du riz made in Sénégal, qui aujourd'hui quand même est le riz vraiment préféré des Sénégalais, je peux m'exprimer ainsi, parce que quoi qu'on dise quand même, c'est un riz qui vient apprécié maintenant par les Sénégalais, même si nous reconnaissons qu'il fait longtemps qu'il y a eu des difficultés sur la compréhension déjà de ce riz-là, mais aussi sur l'acceptation ou l'adaptation de ce riz-là. C'est un riz qui n'a rien à envier au riz importé, communément appelé le riz parfumé, et qui aujourd'hui renferme toutes ses valeurs nutritives, parce qu'il est frais, il est digeste, c'est-à-dire qu'il est produit dans la même année, transformé dans la même année et consommé dans la même année, c'est-à-dire qu'il n'est pas stocké pendant une longue période. Parce que aussi le stockage du riz sur une longue période favorise le développement des amidons, qui aujourd'hui peut créer un excès vraiment de sucre au niveau du produit et qui peut être même fatal par rapport aux personnes souffrant déjà de ces pathologies-là telles que le diabète et autres. Et ce qui est recommandé, c'est de manger lentilles pour préserver aujourd'hui tous les éléments nutritifs du riz.
on dit encore qu'il est beaucoup plus recommandé de consommer du riz complet. C'est quoi le riz complet? C'est ce qu'on appelle souvent le riz carbo dans le jargon de la transformation. Parce que comme on dit, le riz subit différentes étapes avant d'arriver au niveau vraiment prêt à être cuisiné, quelque chose comme ça. Parce que déjà, il y a une première partie de décortiquage où il faut enlever l'écorce. Et une fois l'écorce enlevée et qui n'est pas comestible, nous avons ce qu'on appelle le riz carbo et qu'on appelle communément le riz complet, qui renferme toutes les valeurs nutritives du riz. Maintenant, puisque chez nous, plus que le riz est blanc, plus qu'on est content, on est obligé de faire passer ce riz-là au niveau de ce qu'on appelle les blanchisseuses. Et ce sont ces blanchisseuses-là aujourd'hui, comme leur nom, blanchit le riz en enlevant presque aujourd'hui toute la partie nutritionnelle du riz qu'on retrouve sur son épaisse qui est destiné à l'aliment de bétail. À défaut, si c'est du riz blanc, du riz étuvé. Bon, le riz étuvé, c'est du riz traité à la vapeur avant d'être décortiqué, qui permet aujourd'hui quand même au riz de préserver tous ces éléments nutritifs. Et je pense que toutes les conditions aujourd'hui sont réunies localement pour booster la production agricole afin de pouvoir satisfaire quand même la demande nationale. Et pour quand même booster cette production agricole-là, il va falloir que les Sénégalais quand même s'approprient de notre riz, le consomment régulièrement. Et ce qui pour moi aujourd'hui vraiment du patriotisme économique. Mais ce reste que pour le patriotisme économique, vraiment, parce que toute la valeur ajoutée qui est créée reste dans ce pays-là. Une partie va partir au niveau de nos parents producteurs, une autre partie peut-être va partir au niveau de nos parents éleveurs qui utilisent le son de riz pour produire des laits qu'ils vont vendre aujourd'hui aux entreprises qui font vraiment des produits laitiers au Sénégal. Pour dire que c'est toute une chaîne. Et là aussi, je voudrais attirer l'attention des Sénégalais, c'est aussi le riz, c'est un aliment très écologique. Parce que du début à la fin, il n'y a pas de déchets. Ah mais oui, la paille de riz après la récolte, elle est utilisée pour de l'aliment de bétail. Après le décortiquage de la coquille qu'on appelle la balle de riz, elle est utilisée pour faire de l'énergie. Et une fois aujourd'hui brûlée, même les cendres sont utilisées comme fertilisant au niveau des rizières. Après vous prenez le riz avec le son épaisse qui aujourd'hui est utilisé comme aliment de bétail. Et le riz blanc est consommé. Voilà. Et même l'eau du riz est consommée aujourd'hui. Voilà. Voilà une céréale des plus utiles. Et puis, entre le riz et nous, Sénégalais, c'est une longue histoire d'amour. Ça me rappelle Tafa qui disait, quand dans une journée, je ne mange pas de riz, j'ai l'impression que je n'ai rien mangé, en fait. Il y en a qui ne peuvent pas se passer du riz aujourd'hui au Sénégal. Bon, maintenant, après, comment on cuisine ça c'est autre chose. Ça aussi, c'est autre chose. Et comme il l'a dit, le riz est un aliment complet. Mais la façon d'utiliser le riz peut-être qui peut faire qu'on perd certaines de ses vertus, certains aliments, certains bienfaits du riz. Parce qu'aujourd'hui, elle a parlé du riz de la vallée, qui est un riz complet. Mais ils sont obligés de blanchir et ça enlève une partie des valeurs nutritives de ce riz. Mais nous, Sénégalais, nous aimons le riz quand c'est blanc, quand c'est propre, quand il n'y a pas de déchets, quand il n'y a rien. Mais le riz qui n'est pas blanchi est meilleur que le riz blanchi. C'est vrai qu'il y a une forme de riz comme ça. Tout à fait. Et le riz aussi, le gros, là, c'est mieux aussi que les brisures les gros grains que les... Mais là, aujourd'hui, au Sénégal aussi, il y a des personnes qui ont l'habitude. Moi, par exemple, je prends à la maison, ma mère, elle, quand on met le riz, le gros, elle n'aime pas. Elle préfère les brisures de riz. Les riz brisés. Parce qu'elle a l'habitude de manger ça. Donc, voilà, c'est des habitudes alimentaires. Lui, il explique comment on peut peut-être changer ça en consommant le riz de la vallée aujourd'hui. Et le riz se consomme, tout se consomme aujourd'hui. Et même l'eau du riz, vous voyez sur les images, nous avons l'eau du riz qu'on peut recueillir après avoir lavé le riz. Peut-être il y a des riz qu'on n'a pas besoin de laver une deuxième fois, mais pour certains, on a besoin de rincer et après mettre de l'eau, laver, laisser quelques minutes. Après, on va juste frotter. Il faut bien frotter pour sortir tout ce qui est valeur nutritive du riz. Et après, on va tout simplement mettre dans un récipient que vous allez garder dans un frigo après. Mais vous allez tout simplement prendre une éponge pour vous essuyer le matin ou bien avant de vous coucher comme démaquillant, c'est bon. Ah oui, vous essuyez tout le corps. On peut l'utiliser pour le visage, pour le corps, le cou, les mains. Vous allez voir que ça enlève tout ce qui est impureté, tout ce qui est saleté, ça nettoie, ça prévient l'apparition des rides aussi. Et le riz, puisqu'on l'utilise tous les jours,
on peut garder cette eau dans le frigo après et le réutiliser tous les matins ou tous les soirs comme démaquillant. L'autre astuce aussi avec le riz, vous allez voir, c'est qu'on peut utiliser aussi le riz comme en tant que poudre. La poudre de riz aussi s'utilise aujourd'hui. Ah oui? Vous prenez quelques grains de riz que vous allez piler. On a tous un pilon à la maison, ou bien il y a des personnes qui utilisent les mixeurs aujourd'hui, les blenders. Vous l'utilisez après, vous allez tout simplement remettre de l'eau et vous l'utilisez comme peeling pour le visage ou bien même pour les pieds. Vous allez voir que ça va enlever tout ce qui est peau morte. Je vous propose de regarder comment ça se prépare. Je vais vous présenter une recette de peeling à la poudre de riz. Il faut savoir que le riz est riche en vitamine E et en acides gras essentiels, ce qui en fait donc un très bon antioxydant. Prenez un bon verre de riz, vous allez le mettre dans votre mixeur et le réduire en poudre, une poudre aussi fine que possible. N'hésitez pas à la tamiser plusieurs fois pour avoir une poudre aussi fine que possible. Pour la réalisation de votre peeling, il faudra utiliser une cuillère à soupe de poudre de riz, une cuillère à soupe d'eau de rose et 2 cuillères à soupe de lait. Avant d'appliquer votre peeling, commencez par bien nettoyer votre peau avec un peu d'eau de rose, sachant que l'eau de rose hydrate, adoucit, elle purifie la peau et en plus, c'est un très bon anti-cerne. Appliquez ensuite et laissez sécher pendant une quinzaine de minutes. Profitez-en pour vous détendre, pour ne penser à rien d'autre, pour vous relaxer, pour vous évader simplement. N'oubliez pas d'appliquer un peu d'huile pour hydrater votre visage une fois que vous aurez rincé votre soin. Voilà, on peut utiliser évidemment cette poudre de riz pour des soins de visage. Et apparemment, ça marche. Le peeling, et aujourd'hui, on a beaucoup de temps, on va le dire. On reste beaucoup à la maison. Donc, on en profite pour prendre soin de notre corps, le nettoyer en profondeur, on va dire, parce qu'on a l'habitude de se laver tous les jours, de se démaquiller, mais on ne se nettoie pas peut-être en profondeur. Surtout nous qui mettons les maquillages presque tous les jours, c'est compliqué. Donc, utilisez le peeling. L'utilisez aussi pour les pieds le soir. Vous pouvez vous masser avec... le peeling, la poudre, la farine de riz sur les pieds. Vous mettez un sachet et le matin, quand vous vous réveillez, vous allez voir que les peaux mortes dès que vous partir. frottez, voilà, ah oui, tout va partir. Très bien. Merci beaucoup, Nafissaer, pour ces conseils. Beaucoup de choses que je ne savais pas. Hein. Je découvre, peut-être les téléspectateurs aussi ne le savent pas. Ceux qui le savent déjà, le savaient déjà, bravo. Pour ceux qui ne le savent pas, on découvre. Et on va essayer ces astuces de Nafissaer. On a 5 minutes avant la fin de ce magazine. J'ai vu Saveurs du Sénégal, un petit extrait dedans. C'est l'émission de Nafissaer qui passe les samedis sur la RTS, c'est ça? À quelle heure? À quelle heure, Nafi? Après le journal de 19h. Ouais, après le journal de 19h. Très bien. Samedi, Saveurs du Sénégal pour revaloriser les produits du terroir. Docteur, on va vous réinterroger parce qu'on a reçu quelques interpellations sur notre page Facebook. Mais avant, peut-être ce message de Serine Mordiop qui me dit « Boulma Djawale ak Mor Ndiaye ». Oh non, d'accord, très bien. Je m'excuse, ça c'est Serine Mordiop et pas Serine Mor Ndiaye qui fait partie de l'équipe de Kinkeliba. La question relative justement au comportement, à la sensibilisation, à l'adhésion, à l'adoption et puis à l'action, les limites des médias de masse dans le changement de comportement et l'efficacité des stratégies de proximité en question aujourd'hui. C'est une interpellation d'un de nos téléspectateurs. Docteur, est-ce que vous pouvez réagir justement sur tous les aspects? En même temps, évidemment. C'est bon en réalité de rappeler d'abord les 3 concepts qu'il a alignés, qui sont les bons concepts. Je pense qu'aujourd'hui, notre communication doit suivre en réalité cet itinéraire. D'abord, l'adhésion, c'est-à-dire amener la population à prendre conscience de la gravité et du danger de la maladie, que personne n'est épargné et que tout le monde peut être touché. Donc ça, c'est adhérer à une cause sociale et de son existence et sa gravité. Le deuxième, c'est la persuasion. C'est faire comprendre à la population quelle est cette maladie, quels sont les gestes barrières qu'il faut adopter. Et le troisième niveau, c'est la communication de l'action. Amener les gens maintenant à passer à l'action. Parce que la finalité de notre communication, c'est d'arriver à ce que les Sénégalais fassent exactement ce qu'on leur demande, c'est-à-dire se laver les mains, tousser sur leur coude ou bien sur le mouchoir et le jeter. Et puis voilà en réalité. Donc, adhésion, persuasion et puis action. Aujourd'hui, malheureusement, notre communication est axée principalement sur la persuasion. On fait comprendre aux Sénégalais les gestes barrières, on leur fait comprendre quels sont les signes
mais on n'a pas encore eu cette communication d'action et cette communication d'adhésion. Il y a justement une question de Dior Cissé qui nous regarde depuis le Canada. Elle dit le fait que peu en soit mort au Sénégal peut faire penser aux Sénégalais que la situation est sous contrôle. Elle l'est d'une certaine façon et pourvu que ça dure. Mais des témoignages des survivants aideront probablement à sensibiliser encore plus. On dit qu'il y a 3 semaines pour incorporer une nouvelle habitude et adopter un nouveau comportement. En tenez-vous compte, c'est sa question, comment l'appliquez-vous au contexte sénégalais? Mais parfaitement en phase avec Dior. Je disais en fait, la stratégie de la monstration, c'est justement ça. Aujourd'hui, la parole doit être donnée et on doit visibiliser les victimes. C'est-à-dire aujourd'hui, ceux qui sont guéris doivent nous accompagner avec leur bonne volonté, s'ils sont volontaires, pour parler et se faire voir, nous dire comment se manifeste la maladie et quels sont les dangers. Et ça, je dis à Dior, ça amène ce qu'on appelle la fragilisation. Ça fait en fait que l'individu qui reçoit le message se dit, mais tiens, si ça attaque l'autre, si ça touche l'autre, à un collègue, à un compatriote, à un ami, ça peut m'arriver. Et donc cette partie-là n'a pas été bien utilisée. N'ont-ils pas peur de la stigmatisation, docteur? Oui, mais je pense qu'en réalité, il faudra non pas faire peur, mais dire la vérité. Et je pense qu'à ce niveau-là, il y a en réalité un juste milieu à adopter. Mais ce qu'on est en train de faire un peu partout, moi j'ai été très bien touché par tous ces cercueils-là qu'on a alignés en Italie. Et ça a un peu changé la donne. La France, aujourd'hui, moi j'étais là-bas quand les choses commençaient, quand Macron se mettait dans tous ses gonds, parce qu'en fait, le français n'était pas à ce niveau-là. Les gens n'ont pas compris. Donc il y a une distanciation, il y a un réflexe en réalité qui fait que les gens n'ont pas compris vraiment la gravité de la maladie. Il faut en réalité les toucher à ce niveau-là. Et les toucher à ce niveau-là, c'est la monstration, montrer les victimes, montrer en fait le dispositif hospitalier où les gens travaillent pour montrer que la maladie existe. Elle est d'une contagion exponentielle et elle tue. Et ça, quand les gens l'intègrent, ça nous permettra en fait d'avoir ce choc qui nous permet en fait de nous rendre compte de la prise de conscience. Alors, si je comprends bien, Dior, est-ce qu'on ne devrait pas arrêter tout simplement de donner le taux de guérison dans le bulletin du jour en fait, parce que chaque 30 secondes, chaque jour on donne le taux de guérison, le nombre de décès s'il y en a, mais souvent on se focalise plus sur le taux de guérison en se disant, écoutez, finalement la situation elle est sous contrôle, comme le dit si bien mais Dior. Vous avez bien, en fait, dans la deuxième partie de la monstration, il y a ce qu'on appelle les croyances expertes. Il faut donc donner les éléments. Mais je pense que nous, on a tendance à beaucoup nous focaliser sur les points positifs. Or, on devait encore accentuer un peu le message sur ces cas-là. En réalité, aujourd'hui, nous sommes à un cinquième. Le nombre de confinés. Oui, les nombres de gens qui sont en quarantaine, on peut les mettre aussi à aller voir ces gens-là qui sont en quarantaine et comment ils les vivent. Parce que ce sont des éléments, ce sont des drames en réalité qu'on vit. Les gens-là qui sont guéris, des gens-là qui en réalité ont été touchés et qui sont guéris, tous ces gens-là en réalité nous permettent de mettre. Donc il faudra un peu retourner un peu la communication vers un penchant beaucoup plus vrai et réel qui nous montre la face hideuse de la maladie pour pousser les populations à prendre conscience de cette gravité-là. Et puis maintenant, il y a un autre pan qu'on n'a pas encore eu, c'est cette pan-là qu'on appelle maintenant l'action. Parce qu'aujourd'hui, en mettant cette forme de communication qu'on est en train de faire, qui est bonne en soi, qui permet que les gens comprennent, comprendre ne veut pas dire faire. C'est qu'on ne peut pas s'arrêter simplement à faire comprendre aux Sénégalais les gestes barrières. Alors la communication de persuasion qu'on est en train de faire n'a une seule utilité et n'a pas d'autre vertu, c'est faire comprendre. Il faut maintenant faire cette communication, moi, que j'appelle autour de l'acte préparatoire, la communication engageante que je développe et qui peut être en fait un élément important si on le donne aux relais communautaires en stratégie avancée qui vont les mettre aux populations. Merci beaucoup, docteur Falilou Ba, d'avoir accepté notre invitation ce matin, toujours aussi pertinent. On a appris beaucoup avec vous aujourd'hui. Pour la région de Thiès, pour le département de Tivaouane et pour la commune de Pire. Il est 9h30. Sarah, je dois remercier simplement mes étudiants qui sont très bienveillants, mes étudiants de l'ENEA qui sont aussi en train de faire beaucoup de choses sur la cartographie et puis tous mes étudiants qui me regardent aujourd'hui. Merci à Francis Ndeki qui était à la réalisation aux côtés de Fatma Diop. On vous retrouve demain mardi avec le même plaisir à partir de 8h pour un nouveau numéro de Quinqueliba. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Gotta find my way, the Lord.